Merci beaucoup. Donc, merci aux organisateurs de la FRAVI de me permettre de faire cette présentation au nom de toute l'équipe TILAO. Merci à mes deux modérateurs. Donc, je vais vous parler des profils des virus résistants chez les patients en échec virologique d'un traitement de deuxième ligne, donc dans les 4 pays d'Afrique où l'accord TILAO a été mis en place. Donc l'accord TILAO, c'est une étude ANRS, c'est une étude pilote qui a démarré pour les premières inclusions en mars 2013 et dont les dernières inclusions ont été faites en août 2016. 4 pays d'Afrique, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Les critères d'inclusion, donc c'était des patients adultes qui avaient une histoire thérapeutique, on va dire, selon les guidelines de l'OMS de l'époque, avec une première ligne de traitement comprenant un troisième agent par un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, puis un switch s'ils étaient en échec de première ligne à une deuxième ligne comprenant un IP boosté. Et en cas d'échec virologique, on pouvait les inclure dans la cohorte et éventuellement les passer après en troisième ligne. Alors pour qu'ils soient inclus dans la cohorte, il fallait qu'ils soient au moins depuis 6 mois sous deuxième ligne de traitement avec un IP boosté, qui était soit le lopinavir, soit la tazanavir, et avec comme échec virologique la définition d'un ARN VIH plasmatique supérieur à 1000 copies confirmées. Il fallait qu'ils aient signé un consentement. Donc les hypothèses qui avaient été faites à l'époque, donc c'est une cohorte, c'est pas un essai randomisé, c'était une inclusion de 200 patients. Et on avait estimé à peu près 65% de passages en troisième ligne d'antirétroviral. Bon, toutes ces données avaient déjà été présentées à l'IAS par Raoul Meau, mais je vous les représente si j'y arrive. Non, il m'en manque une. Qu'est-ce qui se passe là ? Non. Voilà. On va y arriver. Donc l'accord TILAO, à l'inclusion, donc ce sont des patients qui avaient des critères d'inclusion avec une charge virale supérieure à 1000 copies. Ils sont inclus. On continue la deuxième ligne avec un renforcement de l'observance pendant 3 mois, sachant qu'il y avait 10 mesures d'observance, 10 possibilités d'avoir des mesures d'observance et qui pouvaient être le rappel téléphonique, les SMS, la consultation, des visites à domicile, etc. Et la médiane de ces outils d'observance était en général de 6 à 7 selon les patients. Donc le renforcement de l'observance a été vraiment important et un outil important dans cette étude. Ensuite, à M3, il y avait une charge virale qui était faite, et selon le résultat de la charge virale, il y avait une décision thérapeutique à M4, qui était, si la charge virale était inférieure à 400 copies ou plus de 2 logs de diminution par rapport à J0, on continuait la deuxième ligne avec l'inhibiteur de protéase boosté, et si par contre la charge virale était supérieure à 400 copies ou moins de 2 logs de diminution par rapport à J0, à ce moment-là, on switchait en troisième ligne avec 2 inhibiteurs nucléosidiques, plus du raltegravir, plus du darunavir en 2 fois par jour. Et le critère de jugement principal était avoir une charge virale inférieure à 50 copies à V16, donc V16 étant 12 mois après la décision à V4. Alors, ce qui était fondamental, je pense, dans cette étude, c'est qu'on a eu de l'ARN VIH qui a été fait sur site. Et ça, c'est très important. Les résultats ont été rendus en prospectif aux cliniciens. Ils ont été faits tous les 3 mois. Et les résultats donc, de M3 ont été utilisés à M4 pour la décision du maintien en deuxième ligne ou du switch en troisième ligne. Il n'y avait pas de génotype de résistance qui était fait à l'échec sur ces charges virales. Tous les tests génotypiques de résistance ont été faits à Saint-Louis en France en rétrospectif. Et on les a analysés après. Donc les tests de résistance ont été faits à J0 et à M16 en cas d'échec virologique. Et on a défini l'échec virologique comme étant supérieur à 50 copies. Alors les caractéristiques des patients à l'inclusion, globalement, un âge de 41 ans, un peu plus de femmes,
Stade OMS 3 ou 4, près de 80%. Des CD4 à J0, 238. Un nadir de CD4 à peu près à 150. Un temps passé sous première ligne de traitement, vous voyez, de 3 ans en médiane. Un temps passé sous deuxième ligne de 3 ans en médiane. Et puis les antirétroviraux en cours, donc à l'inclusion dans la cohorte. De nuc plus lopinavir à peu près 86% et 14% de 2 inhibiteurs nucléosidiques plus de l'atazanavir boosté. Donc beaucoup de lopinavir. Et à une médiane d'ARN VIH plasmatique à 4 log 5. Alors quels sont les résultats ? Donc les résultats, finalement, vous les voyez ici pour ceux qui ont été maintenus. Alors déjà, la première chose, c'est que vous vous souvenez que je vous ai dit que l'hypothèse était qu'on allait avoir à peu près 65% de patients qui allaient switcher en troisième ligne. Ben, on a eu l'inverse. C'est-à-dire que finalement, les 3 mois d'observance et de renforcement de l'observance ont été vraiment cruciaux pour ces résultats et extrêmement importants et encourageants. Donc on a eu en fait 130 patients qui sont restés en deuxième ligne. Et les résultats à V16 montrent que si on prend un seuil à 400 copies, on a 80% des patients qui sont inférieurs, une charge virale inférieure à 400 copies à V16, 13% qui sont supérieurs à 400 copies. Et pour ceux qui ont switché en troisième ligne, eh ben on en a 70% qui ont une charge virale inférieure à 400 copies, avec 22% qui ont une charge virale supérieure à 400 copies. Alors, si on reprend la résistance à J0, on l'a définie comme ayant une charge virale supérieure à 400 copies. On avait à peu près 80% des patients qui avaient une charge virale résistante à au moins un antirétroviral. Je vous rappelle qu'ils avaient eu 3 ans de première ligne, puis 3 ans de deuxième ligne, a priori un échec. Alors, c'est un peu équivalent en fonction des classes, à peu près entre 67 et 70% de résistance, que ce soit à la classe des inhibiteurs nucléosidiques, non nucléosidiques ou inhibiteurs de protéase. Par contre, quand même 34% de résistance à 2 classes et 35% de résistance aux 3 classes. Alors, si on regarde en fonction des molécules, la résistance aux inhibiteurs nucléosidiques AZT-D4T, qui était souvent à l'époque la première ligne de traitement, à peu près 28%, à peu près 50% de résistance 3-TCF-TC, résistance à bacavir 25%, ténofovir 13%, résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques, ce qu'on a l'habitude de voir, 50% de résistance efavirenz-nevirapine, 30% rilpivirine, mais comme l'a mentionné Al-Mustafa tout à l'heure, 20% de résistance croisée à l'étravirine quand même. Pour la résistance aux inhibiteurs de protéase, donc le lopinavir 25%, 14% de résistance à la TASA, et pour le darunavir, donc comme il l'a dit aussi tout à l'heure, une forte proportion quand même de résistance au darunavir. Si on le donne en 1 fois par jour, si on le donne en 2 fois par jour, on n'avait que 1% de virus résistant. Donc on a regardé, en fonction du traitement que recevaient les patients, on a calculé ce qu'on appelle le GSS, c'est-à-dire le score de sensibilité des 3 molécules. Et on avait finalement pratiquement 70% des patients qui avaient un score génotypique de sensibilité d'au moins 2 molécules actives dans leur traitement à J0. Ce qui explique en fait le fait que l'observance ait marché et qu'on ait finalement une efficacité très bonne dans le bras maintien de deuxième ligne. Alors ensuite, on a regardé les facteurs associés au maintien en deuxième ligne avec 4, et le fait d'avoir un GSS supérieur à 2 est très significativement associé au fait d'être resté en deuxième ligne, ce qui est complètement logique. L'âge supérieur à 40 ans est associé aussi, et la charge virale de préinclusion inférieure à 5 log est associée aussi au fait d'être resté en deuxième ligne. Alors, je vous ai aussi fait un petit récapitulatif de ce qu'on a finalement à l'échec, c'est-à-dire à V16. Donc, à V16, on a 76 patients qui ont des virus résistants. Au départ, on avait voulu regarder la résistance que pour ceux qui avaient une charge virale supérieure à 400 copies, c'était 31. Et puis finalement, on s'est dit que c'était aussi intéressant de regarder ce qui était entre 50 et 400 copies, puisqu'il y en avait plus finalement qui était entre 50 et 400 qu'au-dessus de 400. Donc dans le bras maintien en deuxième ligne,
Vous voyez qu'on a, ça c'est les supérieurs à 400 copies, on a 82% de virus résistants, 92 dans le bras switch en troisième ligne. Et l'accumulation de mutations de résistance entre l'inclusion et V16, donc ceux qui ont vraiment eu des molécules résistantes supplémentaires, on en a 5% dans le bras deuxième ligne et 3% dans le bras troisième ligne. Et si on regarde entre 50 et 400, bon, la médiane de charge virale est à 130 copies. Donc on a eu pas mal de virus qui étaient non amplifiables, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît. Eh bien, on en a quand même 67% qui ont au moins une mutation de résistance dans le maintien en deuxième ligne versus 50% dans le maintien en troisième ligne. Et quand on regarde l'accumulation de résistance, eh bien, on en a quand même 4, entre 50 et 400 copies, qui ont accumulé une résistance dans le bras maintien en deuxième ligne, et par contre 0 dans le bras switch en troisième ligne. Si on fait la somme de tous ceux qui ont accumulé, quel que soit le niveau de charge virale, on en a 8% dans le bras maintien en deuxième ligne versus 3% dans le bras switch en troisième ligne. Si on regarde comme tout à l'heure en fonction des molécules, donc vous le voyez, la résistance aux inhibiteurs nucléosidiques, toujours 3-TC, FTC qui est le plus important. Résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques, toujours efavirenz, névirapine, et suivi de la rilpi et de l'étravirine. Et pour la résistance aux inhibiteurs de protéase à l'échec, cette fois, eh bien, le lopinavir, l'atazanavir, et un peu moins quand même pour le darunavir. Pour ce qui est de la résistance aux inhibiteurs d'intégrase, puisqu'on a eu des patients en échec qui avaient reçu du raltegravir, donc on n'a eu aucun échec, aucun virus résistant au raltegravir. On a eu un patient qui avait un virus qui avait une mutation 74I plus 157Q, qui donne une résistance raltegravir, elvitegravir et qui impacte beaucoup moins, maintenant on le sait, le dolutegravir. Mais cette mutation était déjà présente à J0 et c'est une mutation de polymorphisme dont on sait qu'elle existe dans à peu près 3 à 5% des virus à l'état naturel. Juste ce tableau un peu compliqué, mais simplement pour vous illustrer les mutations qui se sont accumulées entre J0 et l'échec. Alors ici, tous les patients qui étaient en deuxième ligne, ici ceux qui étaient en troisième ligne, le GSS calculé soit à J0, soit à V4, et ici à V16. Donc on voit effectivement qu'à l'échec, le GSS à V16, ceux qui sont en rouge sont ceux qui ont perdu en fait, des molécules actives, entre V4 et V16. Et donc, ça arrive dans 6 cas sur 10 pour ceux qui étaient en deuxième ligne. Et pour ceux qui sont entre 50 et 400 copies, je vous ai dit qu'il y avait des sélections qui pouvaient arriver. Bien là, il y en a 2, et essentiellement des 184V, donc résistance aux 3-TC, FTC. Donc ça arrive entre 50 et 400 copies, voire même une mutation de résistance aux inhibiteurs de protéase avec une mutation 46I et 47V. Pour les switches en troisième ligne, le seul qui a été impacté, c'est ici. C'est une mutation à l'étravirine. C'est un patient qui a reçu de l'étravirine, qui avait déjà un virus, qui avait des mutations de résistance efavirenz, névirapine. On a rajouté de l'étravirine. Et là, il a complété son profil de résistance et il est devenu résistant à l'étravirine. Donc en conclusion, il y avait 67% des patients qui avaient à J0 un virus sensible à au moins 2 molécules de leur traitement, ce qui conforte en fait les résultats du bras maintien en deuxième ligne après renforcement de l'observance. Les facteurs donc associés au maintien en deuxième ligne avec 4, c'est d'avoir un GSS supérieur à 2, l'âge supérieur à 40 ans et une charge virale de pré-inclusion inférieure à 100 000 copies. On a eu peu d'accumulation de résistance lors de l'échec à V16 avec aucune sélection de virus résistants au raltegravir ni au darunavir, mais une possibilité de sélection de résistance entre 50 et 400 copies. On a en cours tous les dosages pharmacologiques sur les points d'échec, parce que ça, je pense que ça va être crucial aussi dans l'interprétation des résultats. Et là, je veux renforcer un peu ce qu'ont dit les 2 précédents orateurs, c'est-à-dire qu'on a eu ces résultats parce qu'on avait de la charge virale disponible sur site, en prospectif, et ça, je pense que ça a été vraiment important. Et je termine en remerciant tous les investigateurs et les participants de l'accord TILAO, donc Roland Landman, Serge Ollier, qui sont les investigateurs principaux, tous les cliniciens, tous les virologues, Koumba au Sénégal, Al-Mustafa au Mali, Thomas à Abidjan, Draman au Burkina, et l'ensemble des patients qui ont participé à l'étude.